Bonjour à toutes et à tous, vous regardez la deuxième édition d'Intérêt Public, l'émission d'actualité bi-hebdomadaire du média. À la une aujourd'hui, un entretien avec Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Il nous parlera de l'état de l'hôpital public alors que la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se confirme, mais aussi de l'état d'esprit des soignantes et des soignants. Un témoignage recueilli par notre journaliste Romain Madoud relatif à des accusations de discrimination à l'embauche portées contre la marque de prêt-à-porter Uniqlo. Un point avec notre journaliste Thomas Dietrich qui nous parlera de la situation politique d'un pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, où une parodie électorale a lieu dans le silence gêné de la France. Mais on commencera par un petit biais d'humeur, notre regard tout personnel sur une actualité nationale pestilentielle. C'est parti. J'ai une petite théorie un peu conspirationniste à partager avec vous. Quelque part, dans un sous-sol ténébreux, à l'École nationale d'administration, un cours uniquement réservé aux étudiants chez lesquels une capacité à trahir au-delà de la norme a été détectée, se tient toutes les nuits. C'est un cours de prestidigitation. Parce qu'il faut tout de même être des pros de l'illusionnisme pour faire croire à des millions de Français qu'on a beau être responsable de leur sécurité en tant que gouvernement, on n'a aucun compte à rendre à nos concitoyens quand survient un attentat terroriste. Il faut être des génies de l'enchantement et de l'esbrouffe pour imposer dans la tête de nos compatriotes la fausse évidence selon laquelle ce sont nos opposants qu'il faut faire passer à la barre. Le secret de ce tour de passe-passe, un mot, un seul mot, répété ad nauseum par nous, par les gouvernants qui nous ont précédés et par nos opposants de confort, islamo-gauchisme. Moi, je pense surtout aux complicités intellectuelles du terrorisme, ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. Quand vous êtes un gouvernant, il suffit de prononcer ce mot, encore plus puissant qu'un abracadabra, pour opérer la plus belle des diversions. Une bonne partie de l'opinion publique s'oublie et tape avec vous sur les coupables désignés, les islamo-gauchistes. Une bonne partie de ceux qui veulent votre place se disent que c'est toujours ça de prix, de participer d'abord à la chasse aux Mélenchon, à l'universitaire contestataire et aux syndicalistes basanés. Du coup, vous avez évité les questions de fond normales et rationnelles après un attentat. Un certain nombre de ces questions, heureusement, étaient compilées par le site Bastamag dans un papier que je vous conseille de lire. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour demander au gouvernement, si ce n'est pas parce que la plateforme Pharos, chargée de traiter les signalements de comportements haineux sur les réseaux sociaux, a des moyens ridiculement bas qu'elle n'a pas pu faire remonter au service de renseignement le profil du tueur présumé de Samuel Paty, épinglé depuis le mois de juillet dernier. Il n'est jamais trop tard pour exiger des explications sur le comportement de l'éducation nationale, qui a été en dessous de tout et qui a abandonné l'enseignant et n'a même pas remarqué le profil absolument louche du parent d'élève qui le poursuivait de sa vindicte. Bref, aujourd'hui s'est tenu à l'Élysée un conseil de défense sur la crise sanitaire qui sera suivi d'un autre demain et de plusieurs consultations au sommet. Ça sent le reconfinement à plein nez, on est d'accord. Et je me demande quel est le tour de magie qu'utiliseront Emmanuel Macron et sa joyeuse équipée pour refiler à d'autres le bébé de l'échec monumental de leur politique Covid-19. Je les imagine déjà en train de charbonner. Tiens, une idée. Axer la com sur la fameuse responsabilité individuelle. Les Gaulois réfractaires qui n'ont pas su mettre leur masque aussi souvent que nécessaire, ils sont incapables de s'autoréguler, ils sont sales et ne se lavent pas assez les mains. Et puis ces étudiants, toujours à traîner dans les bars, les étudiants du NEF, l'islamo-gauchisme. Ah ben oui, il fallait y penser. Ce que je pense, moi, c'est que bientôt, nous n'aurons plus du tout envie de rigoler. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, n'a déjà plus du tout le cœur à se marrer. Il est en première ligne dans la lutte contre la maladie en général et contre le coronavirus en particulier. Il crie d'ores et déjà à la catastrophe hospitalière et pointe du doigt l'exécutif actuel et ceux qui l'ont précédé. C'est notre invité. Bonjour Christophe, un certain nombre de Français ne sont pas encore convaincus qu'il y a une deuxième vague de Covid-19. Qu'est-ce que vous voyez, vous,
de votre point d'observation, qui est un point d'observation privilégié? Il ne faut pas se formaliser sur les mots. Deuxième vague, si on compare à ce qu'on a connu en mars-avril, ça n'a rien de comparable. Là, on a un nombre de malades qui augmente régulièrement depuis un mois, qui aujourd'hui est un nombre de malades conséquent, mais très inférieur à ce qu'on a connu au moment du pic de l'épidémie, puisque nous avons en ce moment 2500 malades en réanimation. Au pic de l'épidémie, c'était 7300. Voilà, donc le problème actuel, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps cette marée va continuer à monter, quand est-ce qu'on atteindra l'étal, mais nous sommes encore loin de la première vague du printemps. Mais vous êtes déjà débordé. Nous sommes déjà débordés parce que, à la différence de ce qui s'est passé au printemps, on a fermé l'hôpital. Tout l'hôpital s'est concentré sur la prise en charge des malades Covid-19. Aujourd'hui, il faut gérer à la fois le flux de malades traditionnels et les malades Covid. Et l'hôpital étant déjà à flux tendu en permanence pour pouvoir prendre en charge les malades de tous les jours, eh bien, toute surcharge d'activité met l'hôpital en tension. C'est ce que nous dénonçons depuis des années. Chaque année, l'épidémie de grippe, la vague de chaleur l'été, met l'hôpital en situation de crise. Donc aujourd'hui, face à ce coronavirus, et donc un nombre de malades important qui nécessitent des lits très spécialisés que sont les lits de réanimation, font que nous sommes dans une situation de rupture. Situation de rupture qui était prévisible puisque nous manquions déjà de lits de réanimation avant la première vague. Nous avons dénoncé pendant cette première vague le fait que nous avions justement trop peu de lits de réanimation comparativement à des pays comme l'Allemagne, sauf qu'aucun retour d'expérience n'a été fait par le gouvernement, qui est revenu à la situation antérieure, c'est-à-dire 5000 lits de réanimation, 5000 lits de réanimation qui étaient pleins fin septembre, début octobre, quand nous avons eu une augmentation du nombre de malades Covid. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle une situation de catastrophe. La définition de la catastrophe médicale est la suivante, c'est que les moyens à disposition ne sont pas adaptés pour prendre en charge, pour assurer une prise en charge correcte des patients pour répondre aux besoins. Si je comprends bien, pendant l'épidémie, la première vague, il y a eu des lits de réanimation qui ont été ouverts ou créés, et en fait, ils ont été détruits juste après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a considéré qu'il n'y avait pas besoin de conserver ces lits, que pour conserver ces lits, il aurait fallu embaucher, réorganiser l'hôpital. Il a choisi la solution de facilité, qui est sa vision libérale de l'hôpital, qui doit fonctionner comme une entreprise à flux tendu. Si on manque de lits, eh bien, on n'embauche pas du personnel, mais on met en place des gestionnaires de lits, comme dans les entreprises hôtelières. Et donc, nous sommes revenus à 5000 lits de réanimation, 5000 lits de réanimation qui sont, comme je le disais précédemment, déjà insuffisants pour assurer toutes les périodes de crise que nous avons chaque année qui sont prévisibles, que sont les épidémies de grippe, les longs week-ends, la période de chaleur l'été, où nous manquions déjà de lits de réanimation. Moi, en tant qu'urgentiste, ça fait 15 ans que je dénonce cette situation. Donc, il est clair qu'à partir du moment où on a eu quelques centaines de malades supplémentaires atteints par la Covid-19, et maintenant on est à 2500, eh bien, l'hôpital craque. L'hôpital n'est plus en capacité d'assurer sa mission et c'est catastrophique parce que ça va avoir des conséquences à la fois sur les malades atteints du coronavirus, mais aussi sur les malades classiques qui vont avoir un retard de prise en charge. Genre, par exemple, concernant les malades atteints de cancer, tout retard à la prise en charge d'un cancer, tout retard au diagnostic d'un cancer, on sait très bien que ça a des incidences en termes de mortalité. Donc, il n'est pas exclu que si, de nouveau, nous sommes obligés de continuer à déprogrammer pendant une période prolongée les malades, c'est-à-dire de refuser leur prise en charge, leur hospitalisation, pour concentrer tous les moyens sur les malades Covid, il y aura des conséquences sanitaires qui peuvent se chiffrer en plusieurs milliers de morts supplémentaires dans les mois et les années qui viennent.
Alors, vous avez dit dans une interview que l'urgence, c'était d'armer l'hôpital public et que cela n'a pas été fait, d'où une grosse vague de départ au sein du personnel hospitalier. Un personnel hospitalier, certains sont restés et sont déprimés, ne vont pas bien, se sentent démotivés, sont en colère, et une autre partie a quitté l'hôpital public. Oui, une partie a quitté l'hôpital, ce qui a abouti à un constat catastrophique qui a été souligné par le président de la Fédération hospitalière de France, la représentation institutionnelle des hôpitaux. Ce président, Frédéric Valletoux, c'est le maire apparenté les Républicains de Fontainebleau. Ben, il dit comme la CGT. Il dit comme la CGT, c'est-à-dire que de ne pas avoir embauché et d'être revenu au fonctionnement classique de l'hôpital a abouti au fait que début octobre, les effectifs présents à l'hôpital étaient inférieurs aux effectifs que l'on avait au mois de janvier de cette année, c'est-à-dire avant la première vague. Donc un hôpital où les personnels qui restent sont épuisés, des personnels qui sont partis, aucune embauche. Donc il est clair aujourd'hui que les seules ressources que le gouvernement envisage, ce sont les heures supplémentaires des personnels en poste fatigués, la suppression de leurs vacances, et ce qui est encore plus grave, c'est d'arrêter les études des étudiants dans les écoles paramédicales. Ils ont déjà arrêté leurs études pendant 3 mois l'an dernier, lors de la précédente année scolaire, et on leur demande de nouveau d'arrêter leurs études cette année. Donc, quel sera le résultat en termes de formation? On les utilise aujourd'hui comme main-d'œuvre à bon marché, ce qui est très démotivant pour eux, alors que d'autres solutions existent. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement, on n'inventera pas les infirmières et les aides-soignantes qui n'ont pas été formées, mais par contre, on peut embaucher des personnels non qualifiés, qui s'appellent les agents hospitaliers, pour des tâches tout à fait banales, qui nécessitent juste une formation très rapide en quelques jours, refaire un lit, faire le ménage, approvisionner en matériel les services, quelques tâches administratives simples. Eh bien, aujourd'hui, ces tâches sont assurées par les soignants. C'est très chronophage. Eh bien, si on avait quelques dizaines de milliers de personnes en plus dans les hôpitaux et dans les EHPAD, ça améliorerait beaucoup le fonctionnement de ces structures. Est-ce que cette demande est remontée au niveau des autorités? Ah ben bien sûr que cette demande est remontée, sauf que les autorités ne répondent pas à notre sollicitation, parce qu'embaucher du personnel, c'est dégager des crédits très supérieurs à ceux qui sont octroyés actuellement. Et puis une fois que les personnels seront en place, eh bien on réclamera qu'ils restent en place. Et que pour ceux qui sont les plus motivés, y compris, on leur paye des études professionnelles d'aides-soignants ou d'infirmières, ce qui serait une vraie politique prévisionnelle des emplois, et qui n'aboutirait pas au fait qu'aujourd'hui, les pleureuses du gouvernement nous expliquent « Ah, j'aimerais bien ouvrir des lits, mais je n'ai pas le personnel ». Sauf que pourquoi n'ouvrons-nous pas le personnel? C'est le résultat des politiques qu'ils ont menées depuis 20 ans, même un peu plus, quasiment 30 ans. On diminue le nombre de médecins en formation, on ferme des lits, donc on diminue la formation des personnels type aide-soignants, infirmières. Et puis aujourd'hui, on lui dit « Ah ben on aimerait bien ouvrir des lits, mais il n'y a pas le personnel ». Ce sont des tartuffes, hein. Faut-il penser que le Ségur de la santé a été un échec? Ah, oui, c'est un méga échec, un colossal échec. Il est clair que les 180 € qui ont été octroyés aux soignants, enfin quand ils vont les toucher, les gens seront contents d'avoir 180 € par mois, mais ça ne répond pas à la première revendication des soignants qui étaient en lutte depuis 2 ans dans les EHPAD et 1 an à l'hôpital, qui réclamaient avant tout du personnel supplémentaire pour améliorer les conditions de travail. Qui plus est, ces 180 € ne règlent pas le passif, puisque pour les infirmières, ça ne permet pas qu'elles rattrapent la moyenne des salaires de leurs collègues dans les pays de l'OCDE. Les infirmières passent de la 22e place en termes de niveau de rémunération au sein des pays de l'OCDE à la 18e place. Donc on voit que la marche est haute et que le Ségur n'a rien réglé de ce point de vue-là. On vous a senti un peu agacé par l'instauration du couvre-feu? Oui, agacé parce qu'on se focalise sur des mesures brutales qui s'adressent à l'ensemble de la population, alors qu'il faudrait mieux des mesures ciblées envers les populations et les lieux qui sont à risque, populations que l'on connaît, qui sont les personnes âgées, les personnes qui ont un certain nombre de problèmes de santé, notamment le surpoids, l'obésité. Les lieux de contamination, on les connaît, ce sont les entreprises. Hein, donc on maintient l'activité économique, mais on se contamine en entreprise. Ce sont
les établissements de santé médico-sociaux, les universités, et puis surtout, quelle est la part du déconfinement dans la reprise de l'épidémie et la part de la météo. Vous savez, un certain nombre d'épidémiologistes, là, disent clairement que le rebond de l'épidémie est essentiellement dû au fait que la météo a été peu clémente début octobre, il a fait froid, donc on a vécu beaucoup plus à l'intérieur, dans des lieux clos, non ventilés, et on sait que ce sont dans ces lieux clos non ventilés que l'on se contamine les uns les autres. La question n'est pas de se focaliser sur le couvre-feu ou le confinement généralisé, c'est d'une part d'adopter des mesures de protection des populations adaptées, puis surtout d'utiliser toutes les armes à notre disposition. Et malheureusement, ce gouvernement, en particulier sur les tests, a fait preuve d'une incurie crasse, puisque c'est une catastrophe, la politique des tests depuis plusieurs mois. On a jeté de l'argent par les fenêtres en faisant des tests qui n'avaient aucun intérêt au regard des délais de rendu des résultats. Là, ça fait un mois que nous réclamons à corps et à cri l'utilisation des tests rapides, des tests antigéniques dont le résultat est obtenu en 15 à 20 minutes. Et puis surtout, rien n'a été fait pour armer l'hôpital. Donc, on n'utilise qu'une seule arme, qui est l'arme atomique du confinement, puisque le couvre-feu est une sorte de confinement. Cette arme atomique, en fait, rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire, pour lutter contre les épidémies pendant le Moyen-Âge, on n'utilisait que le confinement. Aujourd'hui, on n'a pas que le confinement, on a d'autres moyens qui sont mal ou pas bien utilisés aujourd'hui par ce gouvernement. Et puis surtout, il faudrait que ce gouvernement accepte de faire un petit peu son autocritique. On apprend en marchant avec ce virus, avec cette épidémie. Donc, ce qui peut être valable à l'instant T, eh bien, le lendemain, peut-être, n'a plus la même validité. Il faut savoir le reconnaître. Et puis surtout, il faudrait avoir une capacité de réaction beaucoup plus rapide, parce que là, vous voyez, on a une technostructure médico-administrative qui est très pesante. Une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas les tests antigéniques là depuis un mois, c'est parce que les ARS, la Haute Autorité de Santé, enfin vous savez, toutes ces agences n'ont pas rédigé les protocoles. Écoutez, moi, en tant que médecin sur le terrain, avec les collègues infirmières, les pharmaciens, on n'a pas besoin de protocole, on est capable de s'organiser, c'est une question de bon sens. On va parler d'un dernier sujet qui n'est pas vraiment un sujet lié au coronavirus, mais il s'agit de l'instauration d'une sorte de prix fixe pour ceux qui vont aux urgences sans être hospitalisés. 18 €, ça vous coûtera si vous allez aux urgences et que finalement votre situation n'est pas assez urgente pour être hospitalisé. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que médecin urgentiste? C'est une mesure qui est une mesure de sanction, une punition pour soi-disant les patients qui viendraient aux urgences par plaisir. Et puis c'est très populiste comme argumentation, c'est-à-dire qu'on instaure un forfait pour punir les gens qui viendraient pour rien aux urgences. Bon, d'une part, les gens qui viennent pour rien aux urgences, il y en a toujours eu, c'est une minorité. L'essentiel des gens viennent aux urgences pour deux raisons. Un, ils n'arrivent pas à trouver un médecin en ville disponible dans la journée. Alors, je ne jette pas la pierre à mes collègues de ville, ils sont débordés, ils sont trop peu nombreux. Nous n'avons jamais eu aussi peu de médecins généralistes et surtout, ils sont mal répartis sur le territoire. Deuxième élément, c'est que le mode d'exercice de ces médecins généralistes ne correspond pas aux besoins de la population. Quand vous avez un problème qui nécessite une prise de sang, une radio, écoutez, en ville, c'est le parcours du combattant. Vous allez voir votre médecin qui vous fait une ordonnance pour avoir une prise de sang. Il faut que vous trouviez le laboratoire, preniez rendez-vous. Il fait une ordonnance pour une radio. Il faut prendre rendez-vous. Ça prend 3 jours. Vous venez aux urgences, même si vous restez 6 heures, vous avez tout sur place. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Et puis, les urgences. Et puis, d'une manière générale, la santé, ça doit être gratuit. C'est-à-dire que vous venez avec votre carte vitale et il n'y a pas de forfait, il n'y a pas de reste à charge qui pèse sur les plus faibles, sur les plus précaires. Et c'est la double peine. Vous savez, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis. Eh bien, quand vous avez déjà économiquement que vous êtes défavorisé, que culturellement, vous n'êtes pas en capacité de prendre rendez-vous chez le médecin parce qu'il faut utiliser Doctolib et que c'est un petit peu compliqué, que tout le monde n'est pas capable d'avoir un smartphone et puis d'utiliser ce type d'application, eh bien, il vous reste quoi? Il vous reste le service public, les urgences, quand vous venez aux urgences, eh bien, ça doit être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et voilà, et on élimine le problème de ce forfait de passage aux urgences. Merci Christophe.
Merci. En dernière partie de cette émission, je parlerai avec mon collègue Thomas Dietrich dans le cadre de la rubrique Retour de terrain de ses enquêtes sur la Guinée, son élection présidentielle scandaleuse, ses riches matières premières et la convoitise qu'elle suscite au sein du capitalisme mondial, notamment français. On entendra parler de noms comme Xavier Niel, Anne Lauvergeon et même Arnaud Montebourg. Mais avant ça, regardons un témoignage assez fort recueilli par notre journaliste Romain Madoud. C'est celui d'un jeune diplômé, qui accuse, avec des éléments troublants à l'appui, la firme de vêtements Uniqlo de discrimination raciale à l'embauche. On écoute. Alors le 8 octobre 2020, j'ai envoyé une candidature à Uniqlo. Moi je suis en recherche d'emploi et je suis jeune diplômé d'un master 2, donc Bac+5. Uniqlo a publié une offre d'emploi sur leur site qui m'intéressait. Je leur ai transmis mon CV avec mon nom et mon prénom. Je suis d'origine maghrébine et je correspondais au profil. Donc pour moi, il n'y avait pas de souci. J'allais au moins avoir un appel d'Uniqlo pour continuer le processus de recrutement. 10 jours plus tard, j'ai reçu donc lundi dernier un refus d'Uniqlo sur cette candidature qui m'a quand même étonné parce que visiblement, de mon point de vue, je correspondais à l'offre. Et une personne qui avait travaillé chez Uniqlo m'avait également prévenu que mon profil il correspondait à ce qu'ils recherchaient dans ce poste. Et c'était quand même un petit peu étonnant qu'il y ait ce refus. Moi, je me suis dit, sur mon CV, il y a 3 éléments qui donnent un indice sur mon origine ethnique, c'est mon nom, mon prénom et ma photo. Donc j'ai décidé de supprimer ces éléments-là, les remplacer avec un nom et prénom à consonance française. J'ai créé une adresse mail pour l'occasion. Et puis le reste du CV, tant sur la forme que sur le fond, est resté le même. Alors il a été transmis à Uniqlo dans les mêmes conditions. Donc le lendemain du refus et vendredi, donc 2-3 jours après ce nouveau CV au nom d'un certain Julien, je reçois donc une acceptation pour continuer le processus de recrutement. Quand je reçois le mail d'acceptation pour la candidature de Julien, je suis évidemment très choqué. Pour moi, c'est un peu la douche froide parce que d'un coup, je me rends compte de ce qui s'est passé. Tout simplement, mon prénom a visiblement posé problème. Ils ont probablement pas lu l'intégralité de mon CV et se sont arrêtés à mon origine ethnique. Et quand j'envoie un autre CV, là, effectivement, ça les intéresse. Il y a plein de questions qui passent par la tête. Moi, je me suis dit, là, c'est peut-être Uniqlo, c'est arrivé une fois. Depuis le début de ma recherche d'emploi, est-ce que c'est pas arrivé à un autre moment? Et puis, quand je recherchais un stage de fin d'études, est-ce que c'était pas le cas? Ou pour des jobs étudiants? Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Et malgré le fait qu'on connaisse les statistiques sur la discrimination à l'embauche, malheureusement, quand on a la preuve par A plus B que ça nous arrive à nous, c'est encore plus choquant. On le prend encore plus personnellement, parce que quand on fait des testings, etc., dans la presse, et que le gouvernement, par exemple, publie une énième étude, on se dit, là, c'est une identité qu'ils ont créée de toutes pièces. Là, ça me concerne moi personnellement, ça concerne mon prénom, mon nom de famille, ma tête, parce qu'il y avait ma photo sur le CV. Donc c'est encore plus violent, parce qu'on se dit, ouais, c'est moi, là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une identité fictive qu'on est allé chercher avec des sociologues, etc. À ce moment-là, moi, je suis en colère contre Uniqlo parce que c'est quand même une entreprise, c'est une multinationale. Moi, j'ai étudié les multinationales dans mes cours. Je suis diplômé de management et commerce international. Donc, pour le coup, j'ai eu le temps de comprendre comment le système fonctionnait. Et évidemment que c'est choquant puisque dans beaucoup d'entreprises comme Uniqlo, quand vous allez sur leur site carrière, on vous parle d'inclusion, de diversité, etc. Et même dans l'offre d'emploi d'Uniqlo, ils précisent qu'ils ne font pas de discrimination par rapport au genre, par rapport à l'origine, l'orientation sexuelle, etc. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai commencé par les interpeller sur Twitter parce que je pense que c'est important de faire passer le message à la fois à Uniqlo, mais à toutes les entreprises qui pourraient discriminer que aujourd'hui, un candidat ou une candidate qui est traité de cette façon-là peut les interpeller comme ça sur Twitter. Je pense que les entreprises aujourd'hui comprennent aussi avec le name and shame que ça va être que c'est très simple en fait de les pointer du doigt. Pas répondu tout de suite. Ils ont attendu que tout le week-end passe, donc plus de 48 heures. Il y a eu des milliers de retweets, des centaines de personnes qui les ont interpellés. Quand on regarde dans les statistiques, vous avez plus de 400 000 vues sur mon tweet et ils m'ont répondu que lundi matin. Dans leur réponse, ils m'ont simplement indiqué qu'ils étaient passés par un cabinet de recrutement à Londres, donc ils allaient enquêter de leur côté. Aucune excuse de leur part, mais aucune explication non plus sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'attends de la suite ou qu'est-ce que je vais faire par la suite? J'ai préparé pour l'instant une saisine du défenseur des droits. Je ne l'ai pas encore transmise parce que j'attends quand même de communiquer les premiers éléments d'Uniqlo.
Mais voilà, après, j'ai également des juristes qui m'ont contacté, me disant effectivement qu'on peut tout à fait aller au prud'homme avec le faisceau d'indices et également au pénal si j'ai envie de porter plainte directement. Bon, on rappelle qu'Uniqlo avait déjà été mise en cause dans les filières de travail forcé dans le cadre de ces usines chinoises, des filières d'exploitation de la minorité ouïghour persécutée par le pouvoir de Pékin. Place désormais à la rubrique Retour de terrain avec Thomas Dietrich. Salut Thomas, la Guinée est un pays que tu connais bien, où tu as été couvrir le soulèvement populaire de février dernier. À distance, tu as suivi l'élection présidentielle du 18 octobre qui s'est soldée officiellement par une victoire au premier tour du président sortant, Alpha Condé, 82 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce scrutin? La situation en Guinée est assez inquiétante. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qui ont été officiellement proclamés par la commission électorale soi-disant indépendante, avec une victoire d'Alpha Condé au premier tour, avec près de 60% des voix, 33% à son principal challenger, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. Mais ces résultats sont contestés par l'opposition. Et surtout, il y a un cycle de violence dans lequel est engoncée la Guinée. Ça ne date pas de l'élection présidentielle du 18 octobre, ça date depuis plus d'1 an. C'est-à-dire qu'en octobre 2019, il y a un mouvement de la société qui réunissait la société civile, l'opposition, qui s'appelle le Front National pour la défense de la Constitution, qui s'est levé pour interdire à Alpha Condé de modifier la Constitution et d'effectuer un 3e mandat. Donc il y a eu des manifestations monstres dans Conakry et un peu partout dans le pays, avec une répression très dure contre la population. C'est-à-dire qu'on avait, avant l'élection, 92 personnes civiles, parfois des adolescents, qui avaient été tués par les forces de l'ordre. Et là, depuis l'élection présidentielle, il y a eu une série de manifestations à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, à l'Abbé, qui ont fait une vingtaine de morts. Des enfants, parfois en très bas âge, 3 ans. Et donc, le résultat a été proclamé samedi. On se demande qu'est-ce qui va advenir, parce qu'il y a quand même, au-delà de la contestation habituelle de l'opposition, des problèmes. C'est-à-dire que dans la région d'Alpha Condé, la Haute-Guinée, on a quand même des taux de participation de 98 à 100%. Donc c'est quand même des résultats qui interrogent. Il n'y a pas eu de mort entre le recensement électoral et les élections, quoi. Alors, on a soi-disant nettoyé le fichier électoral, puisqu'il y avait une population à peu près 12 millions d'habitants, 7 millions d'électeurs. On a trouvé que c'était un peu trop, on a ramené ça à 5 millions, mais on ne sait pas les électeurs qu'on a expurgés du fichier électoral. Donc il y a quand même un certain nombre d'interrogations. Et c'est vrai que ce qui est étrange, c'est que la communauté internationale se tait par rapport à cette répression. Parce que moi j'étais là-bas en Guinée en février-mars, au moment où il y a eu le référendum justement pour modifier la Constitution. Alpha Condé a proclamé le résultat du référendum avec 92% de oui. Donc on peut se demander si ce score soviétique était véritablement réel. Et c'était absolument terrible, parce qu'on tuait des adolescents, notamment sur l'Axe, qui sont les quartiers les plus fervents pour l'opposition à Conakry. On tuait des adolescents pendant les manifestations, mais aussi après. Moi, je me souviens qu'il y avait un gamin qui s'appelait Idrissa Bari, qui, le soir d'une manifestation, sortait chercher du pain, et un policier de la BAC lui a tiré une balle. Il était blessé, il perdait du sang. Sa famille a appelé la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, et d'ailleurs ça avait fait un scandale, avait refusé d'intervenir en disant il nous faut l'autorisation d'un officier de police judiciaire pour intervenir. Donc évidemment, l'officier de police judiciaire ne donne pas cette autorisation-là. On l'a emmené à 2 hôpitaux successifs qui ont refusé de le soigner parce qu'ils avaient des ordres du gouvernement de ne pas prendre en charge les blessés par balle lors des manifestations ou après des manifestations. Et ce gamin-là est mort finalement, il avait 15 ans. Et au-delà des chiffres qu'on peut donner des dénonciations d'Amnesty International, ça montre à quel point cette répression-là peut être aveugle et injuste. La Guinée est une ancienne colonie française, une ancienne colonie rebelle, mais qui est tout de même redevenue très amie de Paris avec Alpha Condé, qui a de nombreux réseaux en France. Quels sont ces réseaux ? Alors, tu as raison de dire que c'est une colonie, entre guillemets, rebelle. C'est le seul pays, en tout cas la seule colonie d'Afrique francophone, qui a dit non par référendum à la communauté proposée par le général de Gaulle. Il y avait le Niger aussi, mais les résultats ont été truqués et finalement, le Niger avait adhéré à la communauté. Donc finalement, la Guinée, en 1958, la Guinée a eu son indépendance. Plutôt que les autres colonies d'Afrique francophone, n'a pas par exemple le franc CFA, et Sékou Touré avait mené une politique très anti-France-Afrique. D'ailleurs, Focard, qui était le monsieur Afrique de Charles de Gaulle, avait essayé de le renverser. Bon, quand Sékou Touré est mort en 1984, il y a eu un président qui s'appelait Lansana Conté, qui était un peu plus proche des réseaux france-africains. Mais c'est vrai qu'en 2010, il y a eu une élection et Alpha Condé
a été élu dans des conditions quand même assez controversées, puisqu'il était très très en retard au premier tour, c'est-à-dire au premier tour, l'actuel challenger d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, avait eu 43%, Alpha avait eu que 18%, et pourtant Alpha Condé a gagné au second tour, parce que Alpha, c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps en France, qui est universitaire, qui est un ami de longue date, depuis le lycée de Bernard Kouchner, et qui est membre de l'Internationale socialiste. Donc Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a fait des mains et des pieds pour que Alpha Condé soit élu. D'ailleurs, il y avait Havas, du groupe Bolloré, qui faisait la communication de la campagne d'Alpha Condé. Et finalement, Havas a été récompensé puisque le groupe Bolloré a récupéré la concession du port de Conakry immédiatement après l'élection d'Alpha Condé. Donc, les réseaux socialistes se sont trouvés très satisfaits de l'élection d'Alpha Condé, même si très vite, il y a eu des répressions de manifestations, des tueries par balles. Et il y a quelque chose qui est quand même très important en Guinée, c'est la question des mines. C'est-à-dire que la Guinée est un scandale géologique pour le fer, pour l'or, pour le diamant, mais aussi pour la bauxite. On estime que la Guinée a les plus grosses ressources de bauxite au monde, ce qui permet de fabriquer l'aluminium, et est le 3e producteur mondial. Donc ça attire toutes les convoitises, d'autant qu'en 2013, Alpha Condé, avec l'aide de Tony Blair et George Soros, ont remis à plat tous les permis miniers qui avaient été acquis, distribués dans des conditions douteuses. Et donc, ça a attiré la convoitise de grandes entreprises mondiales, de géants de l'aluminium et aussi d'entreprises françaises. Jean-Luc Mélenchon a par exemple tweeté ces derniers jours « Macron et la communauté internationale détournent le regard de ce qui se passe en Guinée. La Guinée n'intéresse que lorsqu'il s'agit de piller ses mines ». Les récentes enquêtes que tu as menées avec notre cellule d'investigation semblent donner de la chair à cette accusation. Parlons d'abord de ton dernier papier, co-signé avec Théo Cazenave, sur l'usine d'alumine Alteo de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. La Guinée semble loin, mais en fait, elle est tout proche. Est tout proche. C'est-à-dire que le capitalisme mondial, la prédation internationale, finalement, ne s'arrête pas aux frontières de la France. Et donc, on a l'usine Alteo de Gardanne, qui est très célèbre pour le scandale des boues rouges, la pollution boues rouges, et qui est actuellement en redressement judiciaire depuis fin 2019. Donc, il cherche un repreneur. L'actuel propriétaire, qui est le fonds d'investissement américain HIG, a présenté ce qu'on appelle une offre de continuation. Ça veut dire qu'ils vont continuer l'activité. Mais il la présente en partenariat avec une société guinéenne qui s'appelle UMS, United Mining Support, pardon pour l'accent anglais, et qui est dirigée par un personnage qui est assez connu en Guinée, puisqu'il s'agit de Fadi Wazni. Fadi Wazni, c'est un franco-guinéen libanais qui est un très très proche d'Alpha Condé, qui est considéré par beaucoup comme le grand argentier de Alpha Condé, et qui dirige non seulement UMS, mais un consortium qui s'appelle SMB, qui est la société minière de Bouquet, qui est le premier producteur de bauxite du pays, qui a été monté en un temps record en 2015 dans des conditions assez douteuses, et qui aujourd'hui brasse des centaines et des centaines de millions d'euros. Et donc ces gens-là, qui ont des attaches dans les paradis fiscaux, puisque cette fameuse société UMS qui veut reprendre le site de Gardanne a des attaches dans les îles Vierges, dans les Seychelles, donc bon, c'est quand même assez clair. Il y a quand même des interrogations qui se posent sur la pérennité des 505 emplois, parce que cette société-là, on a sorti un document du cabinet Rothschild confidentiel qui évaluait les différentes offres, et en fait, cette offre-là, d'United Mining Support a été jugée comme la moins crédible parce que justement il y avait des attaches dans les paradis fiscaux, parce que aussi on veut évacuer la question des boues rouges sur le site de Gardanne et remplacer par garder qu'une partie de l'activité actuelle de l'usine. Mais le problème, c'est que UMS, la société, n'a pas de raffinerie en Guinée, n'en a pas encore construit. Aujourd'hui, cette société-là extrait directement la bauxite brute en Guinée pour l'exporter en Chine. Donc comment elle va faire pour raffiner d'abord la bauxite et l'amener ensuite à Gardanne? Donc c'est tout ça qui se pose, avec évidemment en jeu des centaines d'emplois. Et on peut se demander, est-ce que cette reprise de la société, de l'usine Alteo de Gardanne, n'est pas pour le clan d'Alpha Condé une manière de blanchir de l'argent, de s'acheter une crédibilité, alors que justement Alpha Condé est contesté dans son pays et peut-être d'ici quelques années risque de quitter le pouvoir? Alors plus tôt, tu avais suivi les traces d'un projet minier français porté au début par des pontes du business français, comme Xavier Niel et Anne Lauvergeon, mais aussi des politiques comme Arnaud Montebourg. Mais un projet qui va finir par devenir un énorme foutoir avec de l'argent passant encore par les paradis fiscaux et des scandales à répétition. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, c'est une histoire presque romanesque.
C'est-à-dire qu'il y a deux jeunes hommes qui ont fait HEC, qui s'appellent Romain Girbal et Thibault Launay, qui débarquent en Guinée. Romain Girbal va travailler dans la société de son père, qui est un ancien membre de l'ambassade de France à Conakry. Et c'est justement à l'époque où on remet à plat tous les permis miniers en 2013. Et Girbal va réussir à dégoter de manière assez extraordinaire un permis d'exploration minière dans la zone de Bokeh, donc la zone minière qui exploite la bauxite. Et cela avec une petite société qui a 10 millions de francs guinéens, donc c'est-à-dire à peu près 1 000 euros de capital, donc rien du tout, face aux majors, les grands géants de l'aluminium comme Rio Tinto. Donc c'est déjà quand même assez surprenant. Et donc, avec le parrainage de gens prestigieux, comme Arnaud Montebourg, Xavier Niel, Anne Lauvergeon, il va y avoir un tour de table, on va mettre 3 millions d'euros, on va faire le lancement de cette petite start-up qui s'appelle l'Alliance minière responsable. Donc c'est tout un programme, c'est-à-dire c'est une petite start-up française qui veut redonner à la France sa place dans le secteur minier, qui veut aussi être responsable, écologique. Donc il y a plein d'articles qui sont faits dans la presse, dans les Échos, qui vantent les mérites de cette petite société. Ça s'appelle Alliance minière responsable. Et finalement, en 2017, on va avoir, après 3-4 ans de recherche sur le gisement minier, il va y avoir un permis d'exploitation qui va être délivré par Alpha Condé. Mais ce permis d'exploitation va être immédiatement cédé via un contrat d'ammodiation à la société minière de Bokeh, donc la société de Fadi Ouaznid, donc le clan d'Alpha Condé. La société qu'on retrouve à Altéo. La société qu'on retrouve à Altéo, donc finalement tout se tient. Et pour un montant complètement faramineux. On parle de 171 millions d'euros. Donc finalement, cette société qui n'aura jamais exploité un seul gramme de bauxite, qui aura payé un permis d'exploitation minière, ça se paye au kilomètre carré à peu près 1 million d'euros, va faire un bénéfice absolument immense. Et tout ça sort de nouveau dans les paradis fiscaux, puisqu'il y a des liens de cette société avec le Belize, qui est un petit pays d'Amérique centrale connu pour ses plages, et puis ses montages offshore. Donc finalement, il y a un problème dans tout ça, c'est que les Guinéens ne touchent rien des richesses de leur sous-sol. C'est-à-dire que Libération, via Agnès Favre et Aboubacar Akoumba Diallo, a continué mon enquête sur l'Alliance minière responsable et a trouvé que pour éviter de payer les 15% qu'on doit à l'État guinéen, c'est-à-dire que l'État guinéen est normalement actionnaire de 15% de toutes les sociétés minières, puisque ce sont les richesses du sous-sol, c'est ce qui revient aux Guinéens, on va créer les deux jeunes hommes, Romain Girbal et Thibault Launay, toujours appuyés par Anne Lauvergeon, par Xavier Niel. Plus par Arnaud Montebourg. Plus par Arnaud Montebourg qui s'est désolidarisé de l'affaire en disant qu'effectivement, moi je suis venu pour monter une entreprise éthique, responsable, et on met tout le fric dans les paradis fiscaux. Il y a des grosses suspicions de corruption des proches d'Alpha Condé, on va monter des sociétés à Hong Kong qui vont permettre de facturer des prestations complètement extravagantes et de permettre de minorer le bénéfice de la société AMR pour payer le moins d'impôts possible, c'est-à-dire ne pas rendre aux Guinéens ce qui leur appartient. Et c'est véritablement le problème qui se passe en Guinée, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises font d'immenses bénéfices et 53% des Guinéens vivent avec moins d'1 euro par jour. Après, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que AMR, ce montage-là, l'Alliance minière responsable, fait étrangement penser à un autre scandale qui a défrayé la chronique et qui continue de défrayer la chronique, qui est le scandale Uramine, avec Areva. Et là, de nouveau, on retrouve Anne Lauvergeon. On a fait des valorisations complètement fictives. On a acheté des mines d'uranium qui ne valaient pas en Centrafrique, en Afrique du Sud, en Namibie, qui ne valaient pas un copec, mais qu'on a acheté des sommes folles avec des suspicions de financement de la vie politique française. Donc, est-ce que cet argent d'Alliance minière responsable a servi non seulement au clan d'Alpha Condé, mais aussi à certains responsables politiques français? Ça, c'est toute la question. En tout cas, il y a une plainte qui a été déposée par un collectif d'opposants, qui est le collectif de transition en Guinée, ici en France, devant le parquet national financier. Je ne sais pas s'il y a encore d'enquête préliminaire qui est ouverte, mais peut-être que ça devrait intéresser les juges. Parce qu'au-delà de la question du pillage des richesses de la Guinée, il y a toujours cette éternelle antienne qui est le financement de la vie politique française par des dictatures africaines, par des mines. Bref, tout cela nécessite qu'on détourne le regard, qu'on fasse semblant de ne pas voir des crimes qui sont commis contre une jeunesse africaine qui veut juste de la liberté. Le silence de la France est en tout cas assez éloquent en ce moment.
c'est vrai qu'Alpha Condé n'est pas un des dictateurs les plus protégés en France-Afrique. En mars, Jean-Yves Le Drian a dit quand même on était attentif à ce qui se passait en Guinée. Mais aujourd'hui, devant les morts, devant la répression, il y a un silence qui est absolument assourdissant pour la France, qui se veut pays des droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est lié à cette affaire de financement? On sait que aussi Alpha Condé, moi j'étais au Mali en reportage en août, avant le coup d'État, il y avait un mouvement de contestation qui s'appelle le mouvement du 5 juin. Et on sait qu'il y avait des responsables de ce mouvement-là qui me racontaient qu'Alpha Condé les appelait et leur disait « Oui, mais il n'y a pas de problème, je vous envoie un opérateur économique, on va vous donner de l'argent pour que vous arrêtiez de manifester. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de syndicat des chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui sont soutenus par Paris. On a Ouattara en Côte d'Ivoire, on a Alpha Condé qui des fois modifie la Constitution pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Eh bien, ils se tiennent les coudes. Et Paris sait pertinemment qu'en dénonçant ce que fait Alpha Condé, donc qui a modifié la Constitution pour faire un 3e mandat en Guinée, on dénonce aussi ce que fait Alassane Ouattara, qui n'aurait pas dû se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre, mais quand même qui s'y présente envers et contre tout. Et la Côte d'Ivoire a quand même des intérêts beaucoup plus stratégiques pour la France que la Guinée, ne serait-ce que pour la logistique de l'opération Barkhane ou pour les dizaines de milliers de Français qui y vivent. Et on croit souvent que tout ça c'est loin, que ça n'a pas d'intérêt. Mais je vais juste finir sur une chose, c'est-à-dire que dans les demandeurs d'asile, les Guinéens sont la 2e nationalité qui demande le plus l'asile aujourd'hui en France. Les premiers en termes de mineurs isolés. Ça veut dire que vous allez Porte de la Chapelle, vous avez des centaines et des centaines de Guinéens. Ces gens-là ne quittent pas leur pays par plaisir, ils ne traversent pas le Sahara, la Méditerranée, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont le goût de l'aventure. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir, parce qu'ils tombent sous les balles, parce que ce pays, la Guinée, moi j'y étais, manque de tout, d'eau, d'électricité, de routes, c'est absolument terrible. Et donc ils sont prêts à venir s'entasser en France, à aller demander l'asile, à vivre dans la rue, parce qu'ils n'ont plus d'espoir chez eux. Et parce que aussi les ressources de leur pays sont volées par le capitalisme international, notamment le capitalisme français. Voilà. Et on a bon dos après de critiquer l'immigration, alors que nous-mêmes, on contribue à cette immigration. Merci Thomas. Voilà, c'est la fin de cette 2e édition de l'émission d'intérêt public. Rendez-vous en fin de semaine pour le prochain épisode qui sera présenté, surprise, par un nouveau visage aux médias. Dites-nous ce que vous en avez pensé, comment nous pouvons l'améliorer. Abonnez-vous et mettez-nous des petits pouces bleus. Et si vous le pouvez, faites-nous un don ou devenez sociaux du média. À plus.